Donc, merci à tous d'être venus ce matin, lendemain de la Saint-Jean-Baptiste quand même. Donc, c'est agréable d'avoir autant de monde quand même présent pour l'activité ce matin. Aujourd'hui, on est là pour honorer Denis Heinz, qui va recevoir justement un doctorat d'honneur du département des sciences géomatiques. Officiellement cet après-midi durant la collation des grades, mais on trouvait opportun de profiter aussi de sa venue aujourd'hui pour organiser une activité, connaître davantage Denis pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont jamais consulté les réseaux sociaux. Si vous consultez les réseaux sociaux, il y a de très bonnes chances que vous connaissiez. LinkedIn particulièrement. Particulièrement LinkedIn, que vous connaissiez Denis parce qu'il est hyper actif sur les réseaux sociaux. Mais on trouvait intéressant de refaire un petit peu un tour d'horizon de sa carrière, depuis qu'il a diplômé ici en sciences géodésiques en 1983, puis voir un petit peu son parcours, qu'est-ce qui l'a orienté un petit peu à suivre ce chemin-là, puis finalement à devenir un petit peu le leader et le visionnaire que ceux qui connaissent finalement disent de lui là, dans à la fois ses 35 années à la fonction publique et surtout depuis comme ambassadeur de l'hydrospatial, nouvelle terminologie que Denis a introduit, puis qui étend un tout petit peu plus et qui modernise aussi l'hydrographie. Donc c'est ce qu'on vous propose ce matin. On va faire une entrevue un petit peu plus discussion, et puis sur 3 volets. Puis on aura l'occasion plus à la fin plus de prendre vos questions, et puis n'hésitez pas aussi à intervenir au cours de la discussion. Ça se veut quand même très interactif et convivial, donc pas formel du tout. Donc je vais en profiter peut-être pour commencer avec toi, peut-être plus au niveau de peut-être une brève biographie un petit peu, qui tu es, ton parcours ici, t'as venu au département des sciences géodésiques. Qu'est-ce qui t'a amené ici? On a beaucoup de questionnements qui fait que pourquoi nos étudiants nous choisissent ou au contraire ne nous voient pas. Puis après ça, le cheminement que tu as eu un petit peu plus vers le service hydrographique, l'hydrographie. Pourquoi ce choix qui n'était pas forcément naturel en ayant fait le baccalauréat? Bien, d'abord, merci beaucoup Sylvie. Ça fait plaisir d'être ici. Et puis, cette salle-ci a été toute refaite, mais originalement, il y avait 2 salles qui étaient 2 salles de cartographie ou qui étaient dans ce coin-ci. Et puis ça a été une des premières salles où, quand j'ai commencé à l'université, on avait été introduit avec les étudiants de 2e année qui nous initiaient. Puis, je me souviens, c'était une salle qui était plus grande, probablement la même dimension en largeur, mais qui était plus au fond là-bas. Et puis, c'était le laboratoire de, je crois, cartographie. Ici, c'était photogrammétrie. Ici, c'était photogrammétrie. L'autre côté, c'était cartographie. Fait que c'est vraiment quelque chose pour moi. Je tiens à mentionner aussi, mes écouteurs, là, je n'écoute pas un podcast en même temps. C'est parce que ça sert d'aide auditif. Et puis, ça fonctionne très bien. J'ai besoin d'appareils auditifs. Ça démontre pas nécessairement, mais souvent qu'on vieillit un peu, puis l'édition descend. Et puis, ça fonctionne très bien. Puis, je les utilise depuis un bout de temps. Je disais à Sylvie, il y a à peine un mois, on s'est rencontrés à Ottawa à une conférence. Et puis, je faisais la modération d'un panel. Puis, à la fin du panel, il y a une personne que je connais bien. Il dit, coudonc, écoutais-tu un podcast que vous faisiez la modération? J'ai dit, non, c'est des appareils auditifs. Je vous écoutais très bien. Fait que, non, c'est super d'être ici. Je suis arrivé un peu plus tôt ce matin. Je me suis promené sur le campus. Je suis allé voir la base géodésique. Je me demandais si elle était encore là. Elle est vraiment là. J'ai pris un petit vidéo. C'est vraiment spécial de revenir aux sources et de revenir à l'Université Laval après 42 ans. T'étais pas revenu? Ben non, je suis revenu entre-temps, mais gradué 42 ans. Non, je suis revenu à quelques occasions. L'école d'été en hydrospatial. J'étais revenu au début de ma carrière pour donner une session de 3 heures là, dans le cours de Paul-André Gagnon en hydrographie de 3 crédits, qui était toujours existant, je pense, en 3e année pour le sciences géomatiques. Absolument. Donc, mais c'est ça. Si on veut revenir à ma carrière, ben moi, c'est ça. Je suis originaire de Québec. Je suis né à Beauport, GIFAR, que ça s'appelait dans le temps, une subdivision là, qui est le Grand Beauport. Et puis, moi, je savais pas vraiment où m'orienter quand j'ai terminé le secondaire. J'allais voir l'orienteur professionnel qui te donne un paquet de dépliants et qui dit, ben regarde ça. Je n'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire.
J'aimais les mathématiques, j'aimais l'extérieur. Comme plusieurs, c'était la source de s'orienter vers l'arpentage, qui était l'appellation plus populaire à l'époque. Et puis, mais je m'étais inscrit en génie civil. Puis en génie civil, ben c'est ça, c'était la grosse année. Hein. C'est l'année où moi, j'étais dans l'école, dans la structure d'éducation du Québec. Il y a une année où la 6e et 7e année, il y avait une 7e année, ont été intégrées pour entrer au secondaire. Donc ça, c'est en 72. Donc en 72, 6e et 7e année sont entrés ensemble. C'est pour ça qu'on a été une très grosse promotion cette année-là. Francis m'a rappelé qu'il y a une plus grosse promotion après, dans les années 90. On est rentré 90 cette année-là en 79. Et puis on a terminé environ 50 que j'ai compté dans le bottin que Francis m'a donné. Oui. Comment? C'est un rêve de revenir. Ben oui, mais c'est possible. Je suis convaincu que c'est possible d'y retourner. Il y a tellement de besoins. Tout est géomatique. Tout est géospatial. Tout est hydrospatial. C'est tellement beau de voir plein de cartes marines autour de la salle. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça, quand c'est ça n'a pas fonctionné en génie civil. Fait que là, j'ai regardé arpentage. Puis là, c'était encore le pavillon de foresterie géodésie. Je ne sais pas si votre bureau est là-bas, toujours. Puis c'était très beau, hein. Puis là, il y avait l'observatoire astronomique sur le top, là. Puis c'était superbe. Mais je pense qu'on était sinon la première promotion qui déménageait au Caso à ce moment-là. Parce qu'on était beaucoup, j'imagine. Puis là, je pense que ça a commencé là en 79. Okay. Possiblement. Si c'est pas notre année, c'était l'année avant. Mais je pense que c'est notre année. Tu me le confirmes? C'est 79 qu'on a commencé? 78, j'étais ici. Ah, 78, OK. L'année avant. OK. Bien, parfait. Moi, j'étais ici, d'ailleurs. OK. Ah, tu m'as initié. OK, je m'en souviens pas. Mais je me souviens. On n'a pas de photo de ça, hein? J'en ai une, quelque part, je pense, là-dedans. Oui, il y en a une à la fin. Fait que, non, c'était. L'arpentage, ben c'est ça, c'est la combinaison. J'aimais aussi dessiner. Il y avait beaucoup de dessins techniques dans le temps, puis c'était quelque chose que j'aimais, l'aspect artistique, mesure, et puis terrain. Et puis mathématiques. Ça fait que l'ensemble des trois se combinait bien ici. Bonjour. Puis c'est pour ça que je suis venu ici. La première année, honnêtement, j'ai eu de la difficulté un peu dans le programme. Ça allait pas aussi bien. Je n'avais pas des très bons résultats. Première été, j'ai travaillé dans un bureau d'évaluateur. Puis là, j'aimais ça parce qu'on allait à l'extérieur, on mesurait des terrains, on évaluait remplissait des formulaires pour l'évaluation des propriétés. Fait que là, ça ressemblait un peu plus de la mesure. C'était loin encore de l'arpentage ou de la géodésie, mais j'ai trouvé ça plus le fun. La deuxième année à l'université, c'était allé un peu mieux au niveau résultat puis au niveau intérêt, mais je n'étais pas encore sûr que c'est ce que je voulais. Fait que là, j'ai été engagé après la deuxième année au Service géographique du Canada comme étudiant sur le programme d'embauche d'étudiants, qui existe encore aujourd'hui, je pense. Et puis là, je suis tombé en amour avec l'hydrographie, puis là, je me suis dit, wow! Comme arpenteur géomètre, je pourrais travailler sur de l'eau, je pourrais mesurer la profondeur, j'avais jamais même pensé que ça existait. Fait que c'est ça, là. Puis, de façon presque directe, mes résultats ont augmenté à la troisième année et en quatrième année aussi. Et puis là, c'est ça, j'ai travaillé après ma deuxième année, troisième année et troisième année comme étudiant au service géographique. Et puis là, c'était vraiment ce que je voulais faire, où je voulais travailler. J'ai même eu l'opportunité, il y avait de l'embauche qui se faisait après ma troisième année. Puis là, j'avais parlé à mon premier employeur, mon premier patron. J'avais dit, je pense que je vais arrêter mon cours, je serais qualifié pour devenir hydrographe, puis j'aime ce job-là. Là, il m'a dit, non, viens ici. Lui était ingénieur civil, puis il avait suivi des cours justement avec le programme. Son nom, c'est Patrick Ali. Et puis, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Patrick, c'est ça. Il dit, non, il faut que tu finisses ton bac parce que ça te prend au moins un diplôme universitaire pour avoir... Puis c'était le meilleur conseil que j'ai eu. Je n'y pensais pas sérieusement, mais ça me trottait dans la tête parce que je souhaitais, c'est ça, faire une carrière là-dedans. Ça fait que j'ai pas regretté parce que depuis, après ça, là, ça a été un montage en flèche. Au service hydrographique, j'ai été engagé à Québec. On était à la gare maritime Champlain avec Pêche Océan Canada. Et puis dans le secteur des sciences, ça c'était en 83. Quand j'ai gradué, j'ai commencé en janvier 84. J'ai passé mes examens de l'ordre, pour ceux qui viennent de passer, en mars 84. Et puis, non, c'était à l'automne 83, parce que j'ai terminé au printemps 83. À l'automne 83, j'ai fait mes examens. Puis j'ai réussi mes examens.
Mais là, en janvier 84, le service géographique m'a appelé pour un travail de technicien de façon déterminée, qu'ils appelaient, c'est un contrat de 6 mois. Fait que là, je suis sauté là-dessus, puis depuis ce temps-là, j'ai resté dans le domaine, mais on était encore à Québec. Quand ils m'ont engagé de façon indéterminée ou permanente, il y avait une clause de réaménagement ou de déménagement à Montjoly, à l'Institut Maurice-Lamontagne. Fait que ça, c'était une condition dans le temps pour... et puis, j'ai déménagé à Montjoly, à l'Institut Maurice-Lamontagne en 86 et resté à Montjoly, à Pointe-au-Père plus particulièrement, jusqu'en 97. Fait que c'était une grosse période de ma vie où là, c'est ça montait en flèche. Tu sais, dans la vie, il faut être opportuniste aussi, puis c'est question de timing et de contexte. Le contexte puis le timing était parfait parce que l'Institut Maurice-Lamontagne, puis à Pêche-Océan, au gouvernement fédéral, dans ce temps-là, il n'engageait plus. C'était le gel. Mais à cause de la construction de l'Institut Maurice-Lamontagne, il y avait des budgets de démarrage, il y avait des embauches d'employés. C'était vraiment florissant. Tout le reste du pays nous regardait jalousement parce qu'on engageait. Puis moi, c'est ça. Je suis rentré dans ce groupe-là. Et puis, ça a été à un rythme accéléré parce que j'ai entré comme agent régional des marées, le premier de la région du Québec à ce moment-là. Donc, c'était la mesure des marées avec des marémètres qui étaient analogues. Je suis sûr qu'il y en a dans l'exposition ici. Oui, quand on reconnaît des équipements qu'on a utilisés dans l'historique, ça veut dire qu'on pourrait être dans le comptoir, nous autres aussi. Là. Fait que c'est un peu là où j'ai commencé. Et puis, après ça, j'ai fait un peu de terrain. Je suis devenu immédiatement superviseur de tous les levées hydrographiques. Donc, rapidement, j'ai pas fait assez de terrain. Je l'ai fait peut-être 2-3 ans au début de ma carrière. Après ça, j'ai fait beaucoup plus de la gestion et puis du leadership d'organisation. Après ça, j'ai été responsable de toutes les levées hydrographiques. Et puis, j'ai été nommé directeur intérimaire. Puis, à 28 ans, j'étais directeur du service hydrographique là, à Montjoly. Avec un timing incroyable. C'est rare, puis j'en suis privilégié et honoré. Mais ça a été après ça, là, je suis revenu en 97. Bien là, j'ai remporté un poste à Ottawa. Puis à Ottawa, c'était pour le levée géodésique du Canada, comme directeur national des levées géodésiques. My God, je n'aurais jamais pensé être à la tête des levées géodésiques du Canada. En géodésie, ça allait bien dans mes résultats, mais c'est loin de ça. Puis je me souviendrai toujours, je pense que c'est Pierre Gagnon, Jacques Jobin, des anciens professeurs, certains sont décédés, j'imagine maintenant, qui étaient tellement fiers, mais tellement fiers, premier de l'Université Laval, francophone, nommé à la division des levées géodésiques, qui était reconnu d'être très anglophone, puis beaucoup plus des personnes en dehors du Québec. Et puis ça m'avait flatté de voir que, pourtant, j'ai toujours été un étudiant dans le bottin, comme on peut le voir, là, qui était un peu effacé. Je faisais ma place, mais pas comme je l'ai développé par après. Puis quand j'ai vu leur fierté que j'ai été nommé là, puis j'ai été au levé géodésique de 97 à 2002, avant de retourner au service hydrographique. Donc, mon début de carrière au service hydrographique à Montjoly. Je suis allé à Ottawa pour les levées géodésiques jusqu'en 2002. Puis 2002 à 2004, non, jusqu'en 2000. Puis de 2000 à 2002, j'ai fait un virage à 90 degrés par rapport à la géomatique, par rapport à la géodésie. Je suis devenu directeur général d'évaluation et les risques. Quelque chose de très administratif, là. L'évaluation, les évaluateurs de programmes. Puis là, le sous-ministre qui était présent à ce moment-là, il m'avait approché. J'ai dit, j'ai aucune compétence là-dedans, moi. Il dit, bien, on veut quelqu'un d'en dehors de l'évaluation parce qu'il y a une problématique. Puis c'est un ministère Ressources naturelles Canada qui est très scientifique. Donc, l'aspect foresterie, l'aspect géomatique. Et puis, il y a aussi tout l'aspect de l'énergie. Tous les programmes qu'on fait, on veut les évaluer. Fait que là, j'ai pensé à ça. Puis quand un sous-ministre au niveau fédéral t'approche directement, si tu dis non, ben tu risques de... Mais j'ai dit, OK, ça m'intéresse, mais je voudrais y aller pour 2 ans, puis je pourrais revenir dans mon... Il dit, non. Il dit, si tu acceptes, tu ne retournes pas en arrière. Là, j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Puis là, ça, j'avais 40 ans, au début de la quarantaine. Puis là, quand j'ai été là, ben c'est ça, j'ai réalisé rapidement. Tu sais, évaluer des programmes scientifiques, c'était le fun. Parce que là, c'est pas moi qui faisais tout le travail. Il y avait des analystes qui étaient très compétents là-dedans.
mais c'est de la prise de données, c'est de l'analyse de données, c'est des résultats, c'est des recommandations. C'est la même chose que de faire un levé hydrographique ou de faire un levé géodésique ou dans une certaine mesure. Fait que j'ai aimé ça, mais disons que j'ai pas adoré pour y rester. Fait qu'après ça, j'ai eu un appel du Service hydrographique du Canada, qui là voulait que je retourne comme directeur général. Ça, c'était ma job de rêve depuis que j'étais rentré. Jamais j'aurais pensé me rendre là. Ça fait que là, j'ai un appel parce que le directeur général allait en formation de langue seconde. C'était au moins 2 ans. J'ai dit, ben oui. Et là, j'étais allé là 2 ans. Il est revenu, j'ai quitté. Quand j'ai quitté, j'étais allé 2 ans à la Garde côtière canadienne. Et puis là, c'était un peu semblable à ce que j'ai fait comme directeur des évaluations, où c'était directeur, ça s'appelait directeur de la gestion intégrée des activités de la Garde côtière. Ça fait que c'était plus administratif, encore une fois. Puis, c'est important. J'ai aimé ça, mais c'est pas ce que j'adorais le plus. C'était pas près de l'action que j'appelais scientifique ou technique. Mais rendu là, c'est stratégique, donc c'est tout important. J'étais là à peu près 2 ans, mais le secteur scientifique me manquait. Fait que j'avais rappelé entre-temps certains contacts pour établir des possibilités, puis j'ai pu retourner avec Ressources naturelles Canada à ce moment-là au Centre canadien de télédétection, où j'ai été nommé directeur pour 2 ans aussi au Centre canadien de télédétection. C'était le domaine qui faisait la recherche. Et puis aussi responsable de l'Atlas du Canada, qui maintenant n'existe plus, là, mais l'Atlas du Canada. J'étais là 3 ans. Après ça, on m'a demandé de retourner comme directeur des levées géodésiques du Canada. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, là, je revenais, j'avais toute confiance avec toute l'expérience que j'avais. Et puis, au levé géodésique, à ce moment-là, c'était le fun parce qu'on avait une équipe que je connaissais d'il y avait à peu près 10 ans. Puis on était dans le temps où on a mis en place, on a développé tout le datum vertical pour les niveaux d'eau, pour associer, intégrer avec l'hydrographie, justement. Parce qu'au début de ma carrière, ça c'est une anecdote, mon premier patron, puis celui qui m'a inspiré plus au niveau leadership, Paul Bellemare, m'avait dit, il dit, OK, là, tu es agent des marées. Il dit, je veux avoir, en hydrographie, si vous vous en souvenez dans votre cours, c'est des datums à palier. Donc, c'est en fonction d'un point connu, le niveau d'eau le plus bas à un endroit, ça, c'est le 0 des 4. Un autre endroit, parce qu'il y a une pente, soit dans une rivière ou dans un lac à côté, c'est peut-être plus bas, c'est peut-être plus haut, mais c'est des plans. Ça fait que quand ça arrive à un endroit, bien, il n'y a pas de marche là, dans l'eau. Là. Fait que là, mon premier patron m'avait dit, moi, je veux quelque chose de continu, je veux une surface. Bonne idée, super. Ça, c'était en des milieux des années 80, mais disons qu'on n'avait pas toute la même façon de modéliser les données, la compréhension, l'analyse. Puis là, quand je suis retourné au service, au levé géodésique, ça c'était en 2008, là, j'avais l'expérience sur réseau graphique, j'avais l'expérience des levées géodésiques auparavant. Là, j'ai dit, il faut que vous travailliez ensemble. Ça prend des géodésiens qui parlent à des hydrographes et des océanographes pour développer cette surface-là unique au Canada. Puis il n'y en avait pas trop dans le monde. Fait que là, le Canadian Vertical Geodetic Datum, le CGVD 2013, je suis fier de dire que je l'ai poussé, celui-là, parce que celui qui existait avant, c'était le datum vertical de 1928. Et puis, il a été mis en place durant que j'étais là, puis je l'ai poussé. Puis c'est parce qu'on a mis en place, c'est là que la collaboration, le partenariat devient important. La personne responsable était une physicienne avec un doctorat. Il y avait des océanographes, il y avait des géodésiens qui travaillaient ensemble pour réaliser ce datum-là. Puis ça ne se serait pas fait autrement. Les gens de la géodésie me disaient, mais là, j'étais revenu là, comme leur patron me disait, mais c'est pas notre problème, c'est pas de la géodésie, c'est l'hydrographie devrait le régler. J'ai dit, j'ai été là assez longtemps, ils ne le régleront pas parce qu'ils veulent pas. Ils sont trop pragmatiques, pas assez analystes, puis c'est leur force, c'est leur raison d'être. Vous êtes plus scientifique, vous êtes plus analyste. Si vous travaillez ensemble, je suis convaincu que... Fait qu'il a fallu que je le force un peu, mais ça s'est fait, puis ça existe maintenant. Fait que ça, c'est quand je suis retourné, j'ai quitté là en 2014, puis le CGVD 2013. Puis la semaine passée, il y en a qui nous ont parlé, hein, de NOAA. Alexandre était à Vancouver, où on était pour une conférence avec SAGE. Et puis, les gens, justement, c'est peut-être la personne de NRCan ou la personne
NOAA aux États-Unis qui l'a présenté en parlant que, justement, au Canada, c'est différent. Ça fait que là, c'est un peu une fierté. Absolument. Je ne veux pas associer mon nom à ça parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je l'ai favorisé. Je suis assuré que les conditions gagnantes soient là pour que ça se réalise. Puis après ça, en 2014, bien là, c'est là que je suis revenu au service hydrographique comme directeur général du service hydrographique, hydrographe général du Canada. Puis là, j'ai terminé ma carrière vraiment d'une excellente façon parce que après 35 ans, si je n'avais pas eu ce poste-là, je pense que j'aurais pris ma retraite après NORCAN, après 32 ans de carrière, qui aurait été extraordinaire aussi. Mais j'ai eu la chance d'y aller, ça fait que je suis resté plus longtemps, jusqu'à mon 35 ans de service. Puis on a eu un programme qui nous a permis à nouveau, je retournais comme un peu la boucle, le programme sur le plan des océans en 2016. Et puis ça nous a permis justement d'avoir plus de financement, plus d'instrumentation, plus de contrats, plus de travail avec les universités. Ça, c'est une chose aussi que j'ai toujours gardée, que j'ai toujours aimé faire, le contact avec les universités, le contact avec l'entreprise pour le développement. Parce qu'au service hydrographique, on ne voulait pas le faire parce que ce n'était pas notre mandat. Mais c'est toujours un peu plus différent parce que, vous le savez, vous êtes dans un secteur académique. Les académiques sont souvent pas aussi pragmatiques. Les gens dans le domaine plus pragmatique, ben c'est ça, ça tourne un peu les coins ronds à l'occasion. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça le défi, c'est d'intégrer les deux. Fait que ça, quand j'ai quitté, mais c'est ça, je regrette pas d'avoir quitté parce que il y a des gens qui me taquinent en me disant ben, tu travailles plus qu'avant. J'ai dit non, vous m'avez pas vu avant. Ouais. Puis, mais j'ai du fun, c'est le fun. Puis là, aujourd'hui, c'est une journée de rêve. Là, une journée de rêve. Je me souviens quand on allait avec mes 3 garçons qui vont être là, puis ça, c'est une fierté aussi. C'est plus des bébés, là, c'est ça. Il y en a un qui va avoir 40 ans bientôt, 38 puis 34. Mais je me souviens quand on allait les premières années dans le sud, aux États-Unis, un endroit qu'on ne retournera peut-être plus. En tout cas, on y allait dans ce temps-là. On allait à Disney World, puis à des endroits comme ça. Puis à un moment donné, on disait, choisissez une journée, ça va être votre journée de rêve. On fait ce que vous voulez cette journée-là, par enfant, puis par parent aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est ma journée de rêve. C'est vraiment ma journée de rêve parce que j'aurais jamais, au grand jamais, cru ça possible. Puis merci Sylvie, merci Marc. Puis avec Francis aussi, on a travaillé beaucoup ensemble. C'est incroyable d'avoir cette reconnaissance-là que je pense pas que je mérite, mais parce que c'est juste le fun. Oui, ben c'est ça qui on le fait par plaisir, puis on se rend compte que ça a de l'impact. Puis justement, c'était une des questions que j'avais. Là, qu'est-ce qui a été pour toi là des moments d'impact dans ta carrière, que ce soit pendant justement tes 35 ans, plus au service public ou même après là, qu'est-ce qui a fait que tu amènes un petit peu cette durabilité aussi là, au travers des années et que ben, j'ai mentionné des étapes. J'ai mentionné quelques étapes, comme le datum vertical. C'est plus des réalisations scientifiques ou techniques. Parce qu'il y a eu aussi des rencontres, des collaborations. Je sais que tu es très connecté aussi justement avec des personnes dans le Maine, puis au travers d'organisations. Pour moi, puis c'est ce qui m'a manqué quand j'ai pris ma retraite, c'était pas de travailler qui me manquait, c'était le réseau. Pour moi, le réseau, puis le réseautage, puis en anglais, le networking, pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'au cours d'une carrière, tu développes des contacts avec des gens, puis tu t'aperçois rapidement que c'est pas juste de la connaissance que tu vas chercher, c'est une amitié, c'est une collaboration. Puis c'est ça, quand j'ai quitté, puis même avant, pour moi, c'était important d'avoir ce réseau-là, puis d'appeler des gens, puis d'avoir des retours d'appel. Puis moi, je rappelais aussi, quand les gens m'appelaient, puis d'établir une relation. Fait que c'est souvent ce qui a fait la différence entre un succès puis un échec. Puis souvent, il y a des échecs que j'ai pu avoir où j'ai appris plus que dans des succès. Parce que moi, j'étais un peu maso là-dessus, parce qu'à chaque fois que j'avais des succès, oui, je les célébrais parce que je savais que c'était important pour les gens. Mais moi, personnellement, c'était jamais assez. Je me disais, waouh, on a réussi ça, mais on aurait pu faire mieux. Je pensais toujours à plus. C'est-tu assez fou? Moi, j'ai toujours été le même. Je pensais pas à célébrer. Je me forçais à célébrer parce que c'était important pour l'équipe, pour les gens. Puis, oui, j'avais du fun dans la célébration, mais pour moi, il manquait toujours quelque chose. Puis mon épouse va toujours critiquer là-dessus. Elle dit, t'es plate, toi, tu ne peux jamais avoir de fun complètement. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. On a vu ta face. Ben oui. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est
le réseautage, c'est important, c'est ça qui fait la différence. Tu t'as mentionné, avec l'Université du New Hampshire, ben, quand j'ai quitté Larry Mayer, qui est le directeur du programme sur la cartographie des océans là-bas, dans le premier 6 mois après ma retraite, ben, quand tu prends une retraite en fonction publique fédérale, puis tu as été cadre à un niveau assez élevé, où j'étais, ben là, tu es supposé être dans une période d'1 an où tu fais pas trop grand-chose parce que tu es en situation de potentiel conflit d'intérêts. Mais j'avais vérifié avec le département de valeurs et éthique, et puis avec les universités, c'était correct dans la mesure où j'avais pas de contrat qui amenait de bénéfices à des entreprises ou des choses comme ça. Fait qu'avec l'Université du New Hampshire, Dr. Larry Mayer, qui était un ami aussi de longue date, et puis Larry Mayer, c'est une personne que j'ai toujours admiré parce que, un peu comme Gérard Lachapelle, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Gérard Lachapelle, pour moi, c'est les 2 personnes dans ma vie que je considère des scientifiques purs et entrepreneurs. Des scientifiques entrepreneurs, j'en ai jamais vu trop. Ces 2-là m'ont toujours emballé dans leur domaine, dans leur champ d'intérêt, qui était l'ocean mapping, la cartographie des océans pour Larry Mayer, et dans le cas de Gérard Lachapelle, c'était le GPS. C'était vraiment l'ébullition du GPS. Puis justement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai envoyé un message dans mon hyperactivité LinkedIn à Gérard Lachapelle, et puis Gérard Lachapelle m'a répondu. J'ai dit, Gérard, je veux en profiter pour te remercier parce que sans le savoir, tu as toujours été un mentor et un coach pour moi au niveau de la façon dont tu vois les choses, au niveau de la façon dont tu interagissais. Je l'ai vu dans des grosses conférences de GPS aux États-Unis, tu sais, où il y avait 2-3 000 personnes. Puis lui, là, c'est ça, là, il est à sa retraite, mais là, il m'a dit justement qu'il avait fait des dons à l'université à Laval, ici, bien, 3 bourses, la première a été remise en mai 2024, il m'a dit. Fait que c'est ça, j'en ai profité pour le remercier parce que c'est souvent des choses, en tout cas pour moi, c'est important. Fait que UNH, quand Larry m'a appelé après ma retraite, il m'a offert d'être chercheur associé. Associé, oui. Il dit, écoute, Larry, je suis pas un chercheur, j'ai jamais été un chercheur, je ne vais pas prétendre d'être chercheur. Bien, il dit, prends-le de façon honorifique s'il faut. Il dit, ça me ferait plaisir. Je dis, OK. C'est que là, ben moi, c'est ça, j'ai 2 vitesses. Hein. 3 vitesses, c'est rien faire. Vite ou très vite. Fait que s'il n'y a pas d'entre-deux. Fait que là, j'ai dit, dans le cas de celui-là, j'ai dit, je vais avoir de la misère à contribuer, mais j'ai dit, envoie-moi des étudiants, je vais leur donner une perspective pragmatique de ce qu'ils veulent faire comme recherche pour que ça serve à quelque chose. Fait que j'ai coaché, entre guillemets, indirectement dans le background, là, dans l'arrière-scène des étudiants du Centre de cartographie sur les océans à UNH. Puis là, j'ai ce titre-là, mais ce titre-là est plus honorifique qu'autre chose. Puis, au niveau international, l'Organisation internationale d'hydrographie, super importante pour moi aussi. Je suis encore avec eux membre de l'équipe éditoriale de la Revue hydrographique internationale. Et puis ça, c'est ça, ça m'amène de la revue, un petit peu de littérature, d'articles qui sont publiés 2 fois par année. Puis là, il y en a certains d'entre vous, William, entre autres, tu as publié, puis il y en a d'autres qui ont publié, je pense, dans la Revue hydrographique internationale. Puis ça n'a pas besoin d'être des publications scientifiques revues par les pairs, ça peut être aussi des rapports techniques. Puis on en a fait ensemble aussi avec Sylvie pour promouvoir Comren, pour promouvoir l'école d'été, pour promouvoir différentes choses. Fait que ça, moi, j'avais jamais été très fort sur l'écriture et les articles, mais j'ai réalisé que c'était important. Super important parce que c'est une trace qui reste. Fait que tu retournes par après. Hydrospatial, on en a parlé, mais là, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais c'est moi qui l'ai poussé, là, depuis 2020. Puis, mais là, j'ai réalisé que si tu as des articles un peu partout qui le disent, puis qu'un peu partout dans le monde, en plus, ils utilisent le terme pour des conférences, pour des articles, mais là, ça demande un peu plus de stabilité que juste lancer un mot comme ça, puis essayer de faire adopter. Ça fait que c'est un peu comme ça que les réalisations, mes succès, ou ce que je retiens dans ma carrière, c'est ça. C'est d'avoir une stratégie pour se rendre à quelque part, mais ce qui est le plus important, c'est les gens puis l'action. Parce qu'on peut parler longtemps, mais si on ne fait rien, il n'y a rien grand-chose qui arrive, parce qu'il y en a qui sont très forts pour parler, puis super beau, mais c'est ça que j'ai un peu moins aimé dans le domaine administratif quand j'ai retourné, parce que c'est ça, pelleter des nuages, c'est pas mon fort. Par contre, dans toute sphère d'activité, c'est ça, il y a une partie stratégique, il y a une partie qui c'est des idées, puis mais c'est ça, avec
toi, Sylvie, ça a été super. On a fait un paquet de beaux petits projets depuis que tu es arrivée. On va en faire d'autres, je suis certaine. Puis je vous pousse parce que moi, ce que j'aime faire, ce que je dis souvent, je suis un matchmaker. Parce que j'ai beaucoup de contacts internationaux. Puis là, il y en a qui disent vision. Moi, je trouvais que mon inspiration, Paul Bellemare, qui était mon premier directeur, puis qui l'est encore mon inspiration, je trouvais qu'il était visionnaire. Il m'a toujours dit, non, je ne suis pas visionnaire, c'est parce que je vois des choses que les autres ne voient pas, puis c'est pas vraiment de la vision, c'est parce que je le sais. Fait que oui, on peut définir ça comme de la vision, mais moi, je suis rendu là où souvent je vois des nuages de points. Ces nuages de points-là, c'est souvent des individus ou des compagnies. Puis je vois que ce point-là, avec ce point-là qui est en Asie, puis celui-là qui est en Europe, ça ferait kaboum, une grosse... puis c'est ça que j'essaie de connecter. Quand les gens veulent, évidemment. C'est pas tout le monde qui veut collaborer, qui veut s'associer. Mais c'est là où j'ai du fun à faire du matchmaking. Puis c'est pour ça que vous avez peut-être vu sur certaines des photos, il y a le petit logo H2I. C'est la compagnie de consultants que j'ai partie, ça veut dire INS, Hydrospatial International. Mais c'est une compagnie que j'ai créée au cas où il y aurait des opportunités d'affaires, mais 90% de ce que je fais, c'est pro bono, c'est volontaire. Je voyage beaucoup internationalement, j'aime beaucoup ça, mais ça, c'est juste le volet qui paraît bien, qui est bien intéressant. Mais ça, je ne me fais pas payer pour à peu près rien de ça, sauf le voyage, évidemment. Je ne ferais pas le monde si je ne serais pas payé par les organisations qui, entre autres, CIBED 2030, que je n'ai pas parlé. Ça, c'est super. CIBED 2030, c'est un projet qui va probablement pas se réaliser complètement en 2030, mais c'est pour la cartographie des océans. Là, on y a sorti les nouveaux chiffres, je ne sais pas si tu les as vus, 27,1 des océans sont relevés avec une technique qu'on peut considérer acceptable et valable pour la cartographie des océans. Puis avant qu'il commence, là, c'était vraiment peut-être... Avant que ça commence, c'était 6 en 2016. Là, on est rendu à 27,1. 27,1, si on pense linéairement, on ne sera pas là en 2030, à 100 Par contre, moi, je suis un optimiste, puis beaucoup de gens... Puis, c'est ça, CIBED 2030, c'est le fun parce que là, justement, je connais encore beaucoup de gens qui sont très actifs dans le domaine, puis là, je suis sur le groupe d'aviseurs stratégiques de CIBED 2030. Un des 5, le seul Canadien. Il y a 2 autres Américains qui sont dessus, une personne de l'Europe et une personne de l'Asie. Mais c'est ça, c'est pour ça que je suis impliqué avec eux, parce que je leur donne justement des perspectives, puis ce que je crois, pour la raison pour laquelle ça pourrait être possible, bien, c'est l'effet multiplicateur des véhicules autonomes de surface, des véhicules autonomes sous-marins, de la bathymétrie par satellite. J'aurais jamais pensé en pensant, parce que souvent, je ne sais pas si vous en remarquez, je cherche un peu des mots, j'aurais jamais pensé à être plus à l'aise en anglais qu'en français pour certaines choses. Parce que moi, quand je suis rentré à l'université, je m'étais dit, je vais apprendre l'anglais quand je vais en avoir besoin. J'en ai rushé un coup, je peux vous dire. Fait que je m'aperçois, ou par expérience, je vois que de plus en plus les jeunes à l'université ou les jeunes sont bilingues très tôt. Peut-être justement à cause de la génération de l'Internet et tout ça. Mais dans mon temps, là, tu parlais anglais ou tu parlais français. Puis moi, je parlais français. Puis quand j'avais appliqué sur le poste au service hydrographique, première entrevue que j'ai avec Paul Bellemare, qui était mon inspiration au niveau leadership, et Patrick Ali, on dit, tu parles en anglais? Je dis, oui, je me débrouille relativement bien. Il switch en anglais. Je comprenais rien. Hein. Fait que là, il se regardait puis il riait. J'ai eu la job pareil, je pensais que je ne l'aurais pas à cause de ça. Mais gars, 2 semaines après, il m'envoyait 1 mois à Halifax en formation, pas d'anglais, en formation pour les marées courant niveau d'eau. En tout cas, puis la personne à qui je travaillais, un peu comme moi, vous le voyez, j'arrête pas de parler. Il n'arrêtait pas de parler, ça faisait bien mon affaire, j'apprenais, mais j'avais de la difficulté à communiquer. Mais aujourd'hui, c'est ça, comme la semaine dernière, Alexandre, les 2 personnes qui ont fait des présentations pour l'université, vous avez très bien parlé en anglais, parce qu'au début, c'est un peu un stress additionnel, évidemment, mais c'est super important, parce que c'est là où les contacts se font encore. Puis ce que j'aime aussi par rapport aux réalisations qui se passent maintenant, c'est ce réseautage-là au niveau international avec, il y en a certains d'entre vous peut-être, mais beaucoup en Afrique et en Asie que je coach à distance, par LinkedIn, par Zoom. Puis j'aime ça, je le fais parce que j'aime ça. Puis quand je réalise que ça a un impact, puis que les gens mettent en pratique quelque chose, parce que souvent,
beaucoup de gens, surtout en Afrique, francophones, anglophones aussi, et en Asie, ce qu'ils rêvent, c'est de venir au Canada. Et là, moi, tout de suite, quand ils m'approchent de cette façon-là, par message, je dis, ben, je suis pas la bonne personne, je ne ferai pas rentrer au Canada, puis j'ai pas de job à t'offrir. Mais j'ai dit, si tu veux des points de contact fiables, ben, je vais t'envoyer à des bons sites. Mais j'ai dit, si tu veux aller plus loin, ben, c'est quoi que tu as comme formation académique présentement? C'est où que tu veux aller? C'est quoi que tu veux faire? Puis là, je peux t'identifier différentes entreprises qui peuvent engager, puis un peu partout dans le monde. Fait que, puis, pour plusieurs, ça a l'air à fonctionner. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est une satisfaction de voir on fait une petite différence pour ces personnes-là. Puis je vais revenir là-dessus justement parce que c'est un point, ouais, c'est un point sur lequel on s'interrogeait aussi un petit peu dans ce qui s'en vient justement pour amener plus de relève dans le domaine de l'hydrospatial, entre autres, c'est l'enjeu de la certification. Et oui. puis que justement, le fait de pouvoir agir en tant qu'hydrographe, ça passe beaucoup par des certifications de l'organisme hydrographique international, OHI, avec leur formation, certification catégorie A, catégorie B. Est-ce qu'il est envisageable justement de démocratiser un tout petit peu plus et puis d'élargir un petit peu ces certifications ou formations de manière justement à aller chercher de la relève au niveau Afrique francophone, Asie, puis sous quelle forme tu verrais un petit peu justement ces compléments de formation sans remettre en cause catégorie A, catégorie B, mais des compléments qui seraient nécessaires pour favoriser justement d'avoir davantage de relève dans le domaine. Je vois Luc Saint-Pierre qui est là en plus, c'est bon, ça tombe bien parce que ces certifications-là où les conditions requises pour entrer dans un ordre professionnel ou pour aller dans certains domaines, c'est restrictif parce que tu n'as pas le choix. Il faut que tu établisses un cadre puis tu dis, tu apprends au moins ça, si tu as plus, tant mieux, mais si tu as moins, t'en dis pas. Fait que je pense que j'ai rien à suggérer de mieux. Par contre, il faut être plus flexible. Il faut être beaucoup plus flexible. Puis là, parce que si tu ne l'es pas, puis là, c'est les problèmes qui arrivent. Le North Alberta Institute of Technology, qui est l'équivalent de BCIT, ferment leur programme temporairement de géomatique. Et puis, ils ont beaucoup de gens en première et deuxième année. Fait que là, c'est quoi que ça veut dire, là? Et puis, en Ontario, là, je reste en Ontario depuis que j'ai déménagé à Ottawa en 97. L'Ordre des arpenteurs de l'Ontario, ils ont perdu l'université qui donnait la formation à York University, qui ne donne plus le programme en géomatique. Là, il faut qu'ils s'en remettent à UNB, à Laval et à Calgary. Mais encore une fois, ces trois institutions-là, plus certains collèges, doivent respecter des choses qui sont encore requises au niveau cadastral, au niveau foncier, mais qui n'ont pas l'air à attirer tant que ça les jeunes. Là. Si des personnes n'ont pas vu c'est quoi, comprennent pas c'est quoi, naturellement, ben oui, au niveau cadastral ou au niveau foncier, tu utilises des drones, tu utilises encore plus de technologie qu'avant. Mais c'est pas aussi sex appeal que de faire des relevés hydrographiques puis avoir des 3D puis tout ça. Puis tu peux dire, oui, il y en a. Quand on parlait tout à l'heure, je ne sais pas, l'étudiante qui va faire ça, la maîtrise en 3D, cadastral 3D, là. Parfait. Mais de quelle façon on va les attirer, les jeunes? Ben, si ça reste dans les cadres de catégorie A, catégorie B pour l'hydrographie, qui est ancré sur le fait qu'il faut que tu ailles sur une embarcation, sur un navire, que tu fasses des levées pour une période de temps, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus sur des navires. Ils opèrent des stations, des navires autonomes. La compagnie X-Ocean, j'ai aidé quelqu'un à trouver un emploi pour la compagnie X-Ocean. Il travaille dans son bureau à Ottawa, puis il opère des navires autonomes de surface en Angleterre ou en Australie. Puis quand il finit son chiffre, il y a quelqu'un d'autre qui embarque ailleurs dans le monde, puis ça continue. Évidemment, il y a des gens sur place qui s'assurent que la technologie fonctionne, mais ils ne vont pas sur le navire, donc ils ne peuvent pas être certifiés en théorie. Non. Mais là, c'est ça. Il faut que la certification change pour s'adapter à ça. Il faut, d'un point de vue, à mon avis, ça aussi, à mon humble avis, parce que là, moi, j'ai toujours été en périphérie de l'ordre des arpenteurs géomètres. J'ai toujours été arpenteur géomètre toute ma carrière, sauf une petite période là, où ça coûtait trop cher. Il y a eu un coût adapté pour les gens qui étaient à fonction publique, puis je suis retourné. Mais c'est
pas nécessairement quelque chose qui est essentiel, qui a été essentiel pour moi dans ma carrière. Je l'ai été parce que j'avais une fierté, puis je voulais dire que je l'étais, puis j'étais passé par là. Mais c'était pas nécessaire. Fait que de quelle façon on va attirer les jeunes dans le domaine de la géomatique? C'est beaucoup plus par rapport à des applications nouvelles qui sont plus attrayantes que l'arpentage foncier, qui demeure essentiel, qui va demeurer essentiel. Mais il faut s'assurer que, à mon avis, puis en hydrographie, c'est pareil. C'est pour ça l'hydrospatial. L'hydrospatial, c'est pas de l'hydrographie. L'hydrospatial, c'est plus que ça. C'est aussi de la géologie marine, c'est aussi de la biologie marine, c'est aussi des pêches, c'est aussi des aires marines protégées. C'est l'ensemble des activités qui se passent dans l'eau, dans le bleu de notre planète bleue. Fait qu'à ce moment-là, c'est l'aspect, c'est ça, positionnement multidimensionnel, spatio-temporel de ce qu'il y a dans l'eau. Puis dans l'eau, comme je dis souvent, ben moi, j'ai été un arpenteur qui s'est mouillé les pieds, puis la majorité des arpenteurs n'aiment pas se mouiller les pieds. Ils ont des bottes de caoutchouc jusqu'aux genoux, puis il y en a qui font de l'hydrographie, mais il y en a très peu, ou pratiquement pas. Il y en a eu un au Québec qui a vraiment fait une grande carrière en hydrographie, c'est, voyons, Normand Junot. Normand Junot, ça a été la personne. Il y en a d'autres qui en font aussi, là, comme justement Sylvain Babineau, des gens comme ça qui font une carrière là, mais on les compte sur le doigt d'une main. Alors que des ingénieurs civils qui ont pris de la formation en positionnement au niveau des cadres de référence, puis là, des ingénieurs en géomatique, bien, oui, ils sont d'une certaine façon plus aptes à devenir des bons hydrographes. Puis est-ce que tu penses que l'OHI, justement, aurait de l'ouverture pour, justement, ouvrir davantage, justement, des certifications plus accessibles que les deux catégories A et B? Présentement, ben là, je suis aussi sur le panel d'évaluation en Europe pour la certification niveau 1, 2 et 0 des hydrographes. Donc, ça, c'est déjà une ouverture parce qu'en étant certifié hydrographe niveau 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, oui, normalement, tu devrais avoir une catégorie A, qui est un cours très bien défini, où il y a de l'acoustique, du positionnement en mer, tous les éléments qui ne sont pas nécessairement montrés. Et au Canada, il y a 2 endroits où ils donnent la catégorie A. L'Université Memorial à Saint-Jean-Terre-Neuve, l'Université du Nouveau-Brunswick, catégorie B à Saint-Jean-Terre-Neuve aussi, et CIDCO à Rimouski. Donc ça va demeurer à plus ou moins long terme, mais la certification qui est au-dessus de ça, c'est pas pour le programme de formation que tu as suivi, mais c'est pour, un peu comme un arpenteur géomètre, c'est de dire, oui, tu as eu ta formation, mais peut-être tu n'as pas eu toute la formation, mais tu as eu des équivalences, puis tu pourrais être niveau 1, niveau 2. Mais évidemment, si tu as la formation, ça te facilite l'accès. Fait que, est-ce qu'il y a une ouverture? Oui. Est-ce que ça se met en œuvre vite? Non. Puis, est-ce qu'il faut attendre ça? Non. Il faut tout de suite faire un programme en hydrospatial qui va être unique. Fait que si Laval ou BCIT ou n'importe quel institut décide, on va donner un diplôme, nous autres, en hydrospatial, certifié par qui? Bien, par l'Université Laval ou par... oui, mais c'est qui? Oui, c'est nous autres. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. Déjà, ça va éveiller, ça va attirer les gens. C'est quoi ça? Ça va attirer... Mais là, il faut qu'il y ait tout un contexte autour de ça pour identifier à quoi ça va servir. Puis c'est là, c'est pas juste... Oui, il faut que ça soit, entre guillemets, un arpenteur marin, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la gestion des pêches, c'est la gestion des territoires côtiers. Les zones inondables, ça fait partie de l'hydrospatial pour moi. La certification, en hydrographie, il n'y en avait pas avant. Il y avait des cours qui étaient certifiés. Puis les gens qui sortaient avec une catégorie A se disaient certifié catégorie A. Ils n'étaient pas certifiés catégorie A. Ils avaient réussi un cours. C'est comme quand tu réussis ton cours en géomatique à l'Université Laval. Tu n'es pas arpenteur géomètre tant que tu n'as pas accédé à l'arpenteur géomètre. Puis là, c'est une certification individuelle. C'est plus ta formation académique. Fait que la même chose maintenant, ça n'existait pas, ça, il y a 3-4 ans. Je pense que l'institution, c'est le Geomatics Council of Australasia, I think, en Australie, qui a été les premiers en 2014, je pense, à avoir la certification. Mais encore aujourd'hui, la majorité des gens se pensent certifiés 4A alors qu'ils ont réussi un cours 4A ou 4B. Fait que là, la certification, c'est autre chose. Puis la certification, moi, j'y crois,
on pourrait avoir un autre niveau qui serait un niveau moins restrictif, qui intéresserait les gens. Parce qu'avoir une certification, c'est important. Ça démontre une qualité, Tout à fait. une connaissance, Une unicité. une expérience et un engagement vers la formation continue. Tout à fait. On va poursuivre avec la relève, justement, parce que pour nous, c'est un enjeu, la relève. On a beaucoup de difficultés, justement, à faire connaître le domaine. Là, tu le disais, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment super intéressantes à faire dans notre domaine, aussi bien au niveau géomatique, hydrospatial. Mais il faut que les étudiants arrivent ici pour en prendre connaissance. Comment on fait pour faire connaître davantage un petit peu le domaine, la pratique? Je pense que vous faites exactement ce qu'il faut faire à Laval. Là, avec ce que j'ai vu dernièrement, dans les 2 derniers mois, en attirant les jeunes au secondaire à venir voir, toucher des instruments, regarder, comprendre, déjà, ça attire. Quand on était à Sage la semaine dernière, Sage, c'est pour la société... Non, Surveying and Geomatics Educators Society. Fait que la société des éducateurs en géomatique et en arpentage ou en levée terrestre. Et puis, à BCIT, ceux qui connaissent Sean Galway, c'est un peu une girouette, là. Il est partout, là. Puis lui, il est dans les Boy Scouts. Et puis, lui, il a démarré quelque chose avec les scouts pour les apprendre à utiliser GPS. Ils sont souvent en forêt. Il fait super bien. Ce que vous faites, c'est super. Arrêtez pas. Ce qui manque, à mon avis, c'est l'effet multiplicateur. Oui. C'est la même chose qu'en Cibet 2030. Ouais. Juste avec des navires, les navires, même si tous les pays du monde se joindraient et diraient on va mettre nos navires avec des sondeurs multifaceaux, on va couvrir tous les océans, le 3/4 qui manque, peut-être que ça se rendrait, mais je pense qu'un navire, ça coûte cher. Un navire, c'est lent. Un navire, c'est compliqué. Ça ne travaille pas dans toutes les... Mais si tu as c'est un véhicule autonome de surface. Donc, c'est la même chose au niveau du marketing. Ce que vous faites, c'est parfait. Moi, ce que je suggérais, puis je t'en ai déjà parlé, puis chaque gradué devrait s'engager moralement. Avant d'avoir son diplôme, à chaque année, ils vont aller dans une classe de secondaire 3 faire une présentation. C'est quoi la géomatique? Puis qu'est-ce que ça... Avec passion, je suis sûr que vous allez empoigner 1 ou 2 étudiants dans chaque classe. C'est pas beaucoup, mais c'est comme ça que ça va partir. Puis déjà, ce que vous faites ici, c'est bien. Sean, ce qu'il fait, c'est parfait. Puis il m'a dit, il faut que tu t'influences à Ottawa, le Scout Canada, pour que ça se fasse partout. Je dis, oui, donne-moi un contact, je vais essayer. Mais j'ai dit, il faut que chacun des gradués, la même chose au niveau 4A, 4B, je dirais même, si c'est possible, de façon restrictive, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas votre certification. Ça serait pour faire peur aux étudiants. Mais il y en a qui sont excellents, ça. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais tout le monde aime les enfants, les jeunes, normalement. Puis la passion que vous avez au niveau de la géomatique, d'après moi, c'est ce qui manque, l'effet multiplicateur. Parce qu'on a parlé, puis quand j'ai été impliqué dans la revue dans le comité de revue de la loi des ordres d'arpenteurs géomètres, il y a quelques membres qui étaient juste vraiment focusés sur « oui, mais c'est la relève qui compte ». Évidemment, ça compte la relève. Mais j'ai dit, c'est l'ensemble de tout ça. La loi de l'arpenteur géomètre, il y a une partie de ça, mais c'est pas juste ça. Puis, il n'y a pas de recette magique. Puis, géomatique, ben là, la semaine passée, il y a quelqu'un qui le mentionnait aussi. Ça n'a jamais fait l'unanimité, le terme géomatique. Non. Puis c'est originaire d'ici. Ouais. C'est Yvan Bédard, je crois, au début des années 90, ou qui d'autre qui... Milieu des années 80. Pierre Gagnon. Ouais. Puis, mais c'est de là où ça a été adopté. Un peu comme l'hydrospatial, ça a été adopté. Mais il y en a qui n'aiment pas, qui n'ont jamais aimé, qui ne vont jamais aimer. Ils vont dire, on a de la misère. Si on met mapping là-dedans, si on met cartographie, ça a plus de résonance. Mettez ce que vous voulez. Le terme n'a pas d'importance, c'est de savoir à quoi ça va mener. Bien sûr. Puis, mais ce que vous faites, pour moi, il faut juste penser à un effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, mais c'est ça. Les gens comme moi, je ne suis pas unique, là. Il y en a plusieurs qui prennent leur retraite, qui aiment encore ce qu'ils ont fait, puis qui pourraient aller parler... qu'on fasse des challenges, là, puis... parce que moi, je l'ai fait à quelques reprises, puis là, je me pompe pour en faire, là, aller peut-être au moins une fois par année, parler à une classe de seconde. Puis c'est pas beaucoup, mais s'il y en a plusieurs qui le font, bien, ça va faire une différence.
Au niveau hydrographique, ça, j'essaie de l'imposer un peu plus dans le 4A, 4B, parce que c'est pas l'Organisation internationale de l'hydrographie qui va s'objecter. Puis j'ai dit, mettez-le dans votre rapport que vous autres, maintenant, vous demandez ça, puis ça va devenir un modèle. Fait que c'est la même chose. Faites-le à Laval, ça va devenir un modèle. Tout le monde va dire, hey, regardez ce qu'ils font à Laval. C'est jamais parfait, puis ça ne le sera jamais, mais moi, je pense que ça va avoir beaucoup plus d'effets. L'effet multiplicateur de... Là, on ne parle pas de technologie. Oui, il pourrait y avoir des publicités à TV. Oui, entre autres, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'Institut des sciences de la mer à Rimouski ont fait des belles publicités à la télévision pour le doctorat, pour le bac, le doctorat et la maîtrise en océanographie. C'était beau, c'est de l'eau, puis c'est intéressant. C'est un volet, c'est difficile à mesurer l'impact. Est-ce que ça va vraiment avoir du succès? Mais d'après moi, la meilleure façon, c'est d'aller directement aux jeunes, puis de leur parler. Puis ceux qui démontrent plus d'intérêt, bien, tu essaies de les nourrir un peu plus. Là, c'est ça. C'est comme planter une graine. Là. Tu plantes ta graine, puis il faut que tu l'arroses sans ça. Puis des fois, elle ne poussera pas pantoute non plus, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais il y en a qu'on peut voir les yeux déjà ouvrir quand tu vas leur parler de ça. Ou des fois, c'est pas quand tu vas leur parler, c'est quand ils vont voir un appareil. Je pense que c'est toi qui me le disais. C'est intéressant de voir certains qui étaient intéressés par des vieux instruments. Oui, oui, c'est ça. Quand ils sont venus ici, plutôt que des... Ben, tant mieux, parce que c'est un peu ça, le piège présentement, c'est que tout le monde fonctionne avec les technologies, puis s'il n'y a pas de technologie, on ne peut plus rien faire. S'il n'y a plus de GPS demain, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une calculatrice Curta. Mais de quelle façon on va se positionner? Puis on n'embarquera pas dans la politique, mais avec ce qui se passe au sud de la frontière, le GPS peut devenir moins accessible, à moins de... On peut retourner en arrière. MAGA. Hautement tarifé. C'est ça. Hautement tarifé, c'est ça en dehors des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui ont payé pour la constellation. Mais ça démontre que notre savoir-faire, nos connaissances, notre networking, notre réseautage va faire la différence. Va faire vraiment la différence. Puis ça, je pense que pour les jeunes, bien, c'est ça. Je pense que des drones, ils aiment bien ça. S'ils aiment les appareils de base, ça les connecte sur la réalité. Parce que tourner des angles, puis tu as des stations totales, bien, c'est pas besoin d'en tourner, mais de comprendre comment ça se fait. Moi, je rapporte toujours une anecdote que j'ai eue. Au début de ma carrière, j'étais étudiant encore en hydrographie. La rivière Richelieu, on se promenait, on faisait des transects avec un sondeur monofaisceau. Puis là, sur un point géodésique, il y a une personne avec un théodolite qui donne des angles. Ça fait qu'à chaque angle, on faisait des lignes au préalable. Puis là, à chaque angle, on disait, bien, stand-by, fixe, à fixe. Et tu marquais ton sondeur, donc c'était une position exacte. Mais on avait des radios, bien simples, des radios portatifs. Puis on pouvait voir les gens à terre. Là. La rivière Richelieu, c'est pas large. À un moment donné, les radios ne marchent pas. Bon, on arrête de travailler, on commençait la journée. Et moi, j'ai dit non. Il dit, regarde, là, j'étais étudiant en plus, puis c'est moi qui étais en charge du petit bateau. Fait que j'ai dit à l'étudiant qui était sur le théodolite, j'ai dit, regarde, je vais prendre un drapeau. Quand je vais descendre le drapeau, donne-moi un angle. Ou notre langue, puis à la fin de la journée, on va faire une course. On n'a pas perdu notre journée. Et ça, c'est des choses simples. Il faut aujourd'hui, c'est la base. Fait que ceux qui sont intéressés par la base, puis c'est toujours ça aussi. La problématique au niveau de l'hydrographie, c'est pareil. Qu'est-ce que tu montres encore fondamentalement qui n'est plus nécessaire à cause que la technologie te le donne trop facile? C'est comprendre ce que tu fais. Oui, c'est ça. C'est comprendre ce que tu fais. Là, c'est une position, une profondeur. Oui. Oui, c'est ça. Fait que ça t'aide à comprendre ça. Fait que c'est pour ça que l'école d'été, c'est super pour ça, parce que là, oui, tu utilises des technologies les meilleures, mais il faut que les gens comprennent la base aussi. Puis la base, d'aller lire une planche à marée à chaque heure, puis de voir, c'est ça, c'est de visualiser ce qui se fait automatiquement, de façon plus... Fait que les jeunes, j'assume, c'est ça, aiment aussi, encore aujourd'hui, voir, toucher, puis regarder ce qui se passe, plutôt que de prendre du tout cuit. Mais le tout cuit est le fun aussi, hein, c'est sûr. ChatGPT, c'est le fun aussi.
mon discours cet après-midi, j'ai pas utilisé ChatGPT. J'utilise de plus en plus ChatGPT. Ben oui, c'est ça aide. dangereux. Puis on en a parlé la semaine passée aussi à la conférence. C'est un enjeu au niveau de la formation, puis tout le monde l'utilise, c'est sûr. Puis quand tu l'utilises, le danger, c'est que tu viens lâche un petit peu. Hein? Tu vas faire à ChatGPT ce que tu aurais dû penser. Moi, jusqu'à date, j'ai été discipliné. C'est facile de... Quand j'écris des articles ou quand j'écris des petits sommaires, souvent, je le fais et je le fais améliorer par ChatGPT. Je trouve ça plus éthiquement correct. Mais mon discours de cet après-midi, je ne l'ai même pas pensé. J'avais le goût de passer des petits paragraphes. J'ai dit non, c'est moi, ça ne sera pas ChatGPT. Mais, encore une fois, c'était le fun, le panel qu'on a eu à la fin de la conférence, parce que, je veux dire, tu disais, la calculatrice, je pense qu'on avait des règles à calculer au début de notre cours. Puis après ça, c'est tombé à la calculatrice. Et puis on avait des chips dans le Texas 58 avec des programmes d'arpentage. Là, on se disait, wow, on va tout faire. Mais ça n'a rien changé. C'est encore une problématique. Il faut quand même comprendre. Mais ChatGPT, ça va être d'autres choses. Là. Ça va être un outil d'appoint comme on a maintenant Google, mais c'est le web. un petit peu plus épeurant, disons. C'est plus puissant. Oui. Ça fait que pour la certification, c'est un cadre qui peut nous menotter, mais si tu dis oui, le cadre, puis on le respecte, c'est ça, mais tu pars du cadre, tu fais plus, ou tu vas totalement en dehors du cadre, puis tu dis ça ne rentre pas dans le cadre, mais c'est quelque chose qu'on considère qu'on a besoin. Fait que si Laval, si UNB, si BCIT décident de faire ça, un diplôme en hydrospatial qui inclut différentes choses, dont des éléments qui sont déjà reconnus par la IHO, tant mieux. Puis là, tu deviens modulaire. Parce que l'intelligence artificielle, c'est la même chose. De quelle façon ça va s'intégrer, de quelle façon on va l'utiliser, de quelle façon on fait des validations, de quelle façon on s'assure que c'est professionnellement éthique de l'utiliser. Et qu'il y a une responsabilité sur le résultat. Oui, aussi. Parfait. Alors, ça va être le temps de prendre les questions aussi dans la salle, parce qu'on a plus discuté sur la base de sujets qu'on avait identifiés. Mais donc, le micro est ouvert. Si vous avez des questions pour Denis en particulier, n'hésitez pas. Bon, je peux passer à la place. Tu as parlé de l'international. La position du Canada, je m'appuie sur tes accomplissements, là, sur le renouvellement du référentiel vertical dans une perspective d'intégration d'un pays qui donne sur trois océans. Ce qui est important. La perception, la position de leadership du Canada en hydrospatial à l'international, elle est où, elle est comment? On est perçu comme des scouts. Non, je pense qu'elle est très bonne. Comme des leaders, des meneurs d'innovation. Le problème du Canada, en général, c'est qu'on a des bonnes idées, mais on ne les exécute pas. Puis souvent, nos bonnes idées sont volées. Il y a plusieurs pays scandinaves qui ont développé des technologies qui étaient sur des idées originalement, on peut faire un peu de prétention ici, qui venaient du Canada, puis qui ont été améliorées. Ça fait qu'il faut plus être en mesure d'exécuter et de réaliser. Ce que le Service hydrographique du Canada fait présentement au moment où on se parle avec les tests de S100 dans le Saint-Laurent. Puis le S100, c'est les nouveaux standards de carte électronique qui vont avoir des couches d'information. Le S100, c'est la famille des standards. Le S101, c'est la bathymétrie, je pense. S102 aussi. S104, c'est les courants et les marées de surface. Fait que là, tu as une série de S100 là-dedans, de différents... C'est toutes des couches d'information. Puis présentement, le Service hydrographique fait des tests dans le Saint-Laurent avec des navires commerciaux, avec des pilotes commerciaux, avec l'implication internationale. Louis Maltais, que certains peut-être connaissent, vient de gagner un prix justement de sciences et technologies pour l'Organisation hydrographique internationale. Ça se passe dans le Saint-Laurent, au Canada, au Québec, dans ce cas-ci. Puis ça, tout le monde le regarde. Il y a plus en plus de pays qui regardent ça. Puis ça, c'est un autre fun que je me fais parce que souvent, avec Louis, Louis est arrivé juste 6 mois avant que je prenne ma retraite. Puis il y a plein de choses qui se réalisent maintenant qui étaient des rêves d'il y a 10, 15, 20 ans. Puis ils sont des réalités maintenant. Puis ça, le S100, bien c'est ça. Ça va être des cartes
en temps quasi réel. Le réel n'est pas encore de ce monde, je pense. À certains égards, oui, mais c'est plus du temps semi-réel où notre ami Sylvain Babineau, c'était ici aussi, en parlerait. Avant, après sondage, ça prend du temps avant d'apparaître ces cartes maritimes souvent. Mais là, ça va apparaître plus rapidement avec des mises à jour du S102. Fait que le Canada est très bien vu. Puis là, j'étais tellement fier pour Louis. C'est cette semaine, c'est avant-hier, là, c'était vendredi passé. Non, samedi passé, c'était la Journée mondiale de l'hydrographie. Puis l'Organisation internationale de l'hydrographie a annoncé que Louis Maltais, gradué du CIE aussi, qui est récipiendaire, puis je connaissais même pas ce prix-là. Puis s'il a été renouvelé, il n'y a jamais de Canadien qui l'a gagné, je crois. Fait que ça, c'est une démonstration du leadership du Canada. On peut en faire plus toujours. Puis on n'a pas besoin d'être leader dans tout, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait là, parce qu'on a des bonnes idées. Puis le Canada, bien, ComRen, Sylvie a été très impliquée, William aussi dans ComRen, qui est le Canadian Ocean Mapping Research and Education Network, le réseau canadien d'hydrographie, qui a 8 universités. Le Canada ne sera jamais, comme on parlait de l'Université du New Hampshire, où ils ont un gros centre, beaucoup financé à 90, si ce n'est pas 100%, par NOAA. C'est ce qui arrive à NOAA présentement. Fait que je ne sais pas l'implication, mais je pense qu'elle est majeure. Eux autres, ils ont un centre important. C'est le centre du monde en hydrographie, en ocean mapping. Mais leur force devient leur faiblesse parce que là, ils sont centralisés. Au Canada, on a 8 centres où il y a peut-être 2 ou 3 experts. Ici, vous avez Sylvie, vous avez William, puis il y en a d'autres aussi, mais plus spécifiquement en hydrographie. Puis il y en a 1 ou 2 comme ça à chaque centre. À Nouveau-Brunswick, tu as Ian Church et quelques-uns là, qui vont se joindre à lui. Puis il y en a 1 ou 2 à chaque centre, puis on devient une grosse équipe nationale si on s'allie. Fait que ça, c'est une chose. Puis j'étais impliqué dans ComRen depuis le début quand on parlait de ça. C'est une fierté aussi. Parce que là, je continue à aider ComRen comme conseiller pour l'équipe. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis quand on l'a présenté, justement, j'ai présenté la semaine passée, puis c'est surtout des Américains qui étaient là, des institutions académiques américaines, puis ils demandaient, peux-tu joindre nous autres, même si on n'est pas Canadiens? Tu vois, oui, on est prêt à avoir des grappes d'industrie, des grappes dans la revue qu'on a fait il y a quelques années, c'est exactement ça. Donc, les Américains pourraient être là aussi, mais ça pourrait être d'autres universités internationales. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça fait longtemps que je pousse Sylvie puis William pour le 4A aussi ici. Ça serait bien, mais c'est pas essentiel. Je pense qu'on devrait plutôt pivoter pour aller vers autre chose de différent, de nouveau, d'unique. C'est ça qui fait la différence. Il ne faut pas compétitionner avec les autres. Il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Il faut se démarquer puis être dans l'océan bleu qu'ils disent, là. Ça tombe bien. Ah oui, tout à fait. Oui, William? Oui. Merci, Denis. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer de contenir ma question. Une première, c'est, oui, je pense qu'on a pris un peu la tournure hydrospatiale. On pourrait parler plus tard un peu. Les mal qu'on a présentement, c'est de réfléchir les montages d'une formation hydrospatiale. Parce que ça, avec Sylvie, on en parle depuis longtemps. Plus largement, au département, on parle de développer une formation en hydrospatiale. Après, les problèmes là-dedans, c'est de définir les publics cibles. Parce que là, si je suis d'accord avec toi qu'il faudrait que tout le monde soit outillé à l'hydrographie. Là, ça devient difficile au niveau universitaire de dire qui on va chercher. Est-ce que c'est du public maîtrise doctorat? Est-ce que c'est du public baccalauréat ou c'est du public plus général? Sachant que nous, c'est peut-être pas là qu'on veut se positionner. Donc, comment tu vois ça? Parce que pour nous, c'est une question clé, savoir qui on va chercher, à quel niveau de connaissance. Tu n'aimeras pas ma réponse, je veux dire toutes ces réponses. Parce que, je veux que tu te dises. Oui, bien, toutes ces réponses parce que, évidemment, les étudiants fraîchement gradués devraient être intéressés par ça, puis ça pourrait être un diplôme additionnel en hydrospatial qui aurait des modules dont certains ont peut-être déjà été pris au premier cycle, qui font déjà la fondation, et d'autres qui vont s'ajouter. Puis mon rêve, ça serait que ça puisse se faire aussi avec UNB, avec Memorial University, avec d'autres universités où certains de ces cours-là seraient reconnus à 100% et compatibles, qui créeraient cette structure-là d'un diplôme. Mais encore une fois, je pense que la différence va être dans l'unicité. Qui va être le premier à le faire comment? Garantie qu'il ne sera pas parfait. La beauté, c'est... parce que de plus en plus, avec le marché,
Puis la certification, puis là, vous me faites penser à ça en même temps, je vais revenir avec la certification internationale en suggérant un niveau différent qui pourrait être justement un niveau plus générique, qui n'est pas hydrographique, mais qui est hydrospatial, qui a une fondation assez solide au niveau hydrographique, évidemment, mais pas autant qu'un hydrographe, mais qui va te permettre que si tu fais justement des évaluations de stock ou des évaluations de population, que tu aies une connaissance des datums verticaux et horizontaux, que tu aies une connaissance de calcul ou d'intégration, d'analyse de jeux de données sur différents datums, comment les ajuster pour qu'ils... Fait que ça, là, ou s'ils ne sont pas capables de le faire, de comprendre qui peut le faire avec eux. Puis ça, moi, je pense que le plus gros de l'audience potentielle, c'est l'industrie. Et l'industrie ne prendra pas, même si ce serait un cours d'1 an ou de 6 mois, enverront pas des gens. Fait que si c'est modulaire, modulaire avec des cours qui sont à distance, là, virtuels, bien, peut-être que quelqu'un ailleurs, on parlait de l'Afrique ou de l'Asie, pour avoir un diplôme en hydrospatial de l'Université Laval, peut-être qu'il va falloir qu'il se monte à un moment donné en personne, mais presque à 90 ou peut-être même à 100 pourquoi pas, virtuel, qui permettrait avec une université associée au programme dans différents pays pour la validation sur le tas, pour ne pas donner des certificats à ChatGPT non plus. Hein. C'est ça, puis tu amènes l'enjeu de la langue aussi, oui. Là, à 100% en ligne, te permet d'aller décliner en plusieurs langues, en présentiel. Ici, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est un peu comme je t'ai déjà dit. La prédominance française de l'Université Laval est un atout. Mais il ne faut pas que ce soit l'unilinguisme français, parce que là, ça devient une restriction. Fait que, le portugais, l'espagnol, en Amérique du Sud, puis tu le sais plus que moi, il y a une effervescence d'intérêt pour l'hydrospatial. Je ne le limite pas à l'hydrographie, mais l'hydrospatial. L'hydrographie, évidemment, les fondations. Fait qu'il y a quelque chose à aller chercher, mais puis ça, c'est plus fondamental à l'université, la faculté puis l'université. Est-ce que je connais pas, mais je sais qu'il y a une fierté d'être une université francophone, puis il faut le garder. Absolument. Mais est-ce qu'il y a une volonté potentielle de dire un nouveau programme, un diplôme, un nouveau certificat, prédominance française qui attirait aussi d'autres? Là, je sais aussi qu'il y a toute la complexité internationale avec les étudiants, mais si c'est virtuel, si c'est virtuel, ça lève plusieurs barrières, de toute façon, même financières aussi. Aussi, ça peut devenir même plus rentable d'une certaine mesure. Oui, tout à fait. Fait que, mais je pense que, puis c'est ça, je vous l'ai déjà dit, puis je pense qu'on va se rencontrer cet été éventuellement pour faire plus de remue-ménage, mais c'est pour ça, moi, je m'amuse dans ça, puis je prétends pas que j'ai la vérité. Mais comme je disais dans mon esprit de matchmaking, puis mon outil principal, c'est la connaissance de personnes influentes encore à plusieurs niveaux internationaux. Ça peut aider, je crois. C'est ce que j'offre souvent. Fait qu'avec vous, n'importe quelle université, puis j'espère que ça va être canadienne, québécoise, puis la mienne, mon université, Laval. Mais si c'est d'autres, ça sera d'autres, parce que je crois, c'est ça, notre planète bleue. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon affichage de vendredi dernier sur la Journée mondiale de l'hydrographie. Moi, j'ai découvert cette photo-là l'année passée. Peut-être certains de vous l'avez vu avant. Ça s'appelle « Le lever de terre », vue de la Lune en 1968, le 24 décembre 1968. Apollo 8 a pris une photo. Tu vois la surface de la Lune qui est grise. Tu vois la planète bleue dans le noir. Tu vois comment elle est petite, tu vois comment elle est bleue, comment elle est belle, mais comment elle est fragile. Moi, ça a été un coup de cœur quand j'ai vu cette photo-là l'année passée. Je l'ai utilisée l'an passé encore cette année parce que ça démontre très bien la fragilité et l'importance du bleu de notre planète bleue, l'hydrospatiale, puis comment on peut en prendre soin. Puis encore une fois, dans le contexte de CIBED 2030, tu ne peux pas gérer quelque chose que tu n'as pas mesuré puis que tu ne comprends pas. Pour gérer correctement, ou il faut que tu l'aies mesuré. C'est jamais parfait. Puis c'est ça. Sur la Terre, c'est plus facile. C'est pas facile, c'est plus facile que dans l'eau. Mais même à ça, c'est pas évident. Là. Fait que il y a beaucoup à faire quand on sait qu'il y a 3/4 de la planète, de la surface de l'eau qui est encore à être cartographiée correctement avec des techniques actuelles.
Fait que l'université ou l'institution qui va s'avancer, qui va prendre les risques, il y a toujours des risques, moi, je crois que ça va être un succès percutant. Puis, je vais être là pour eux, avec mon porte-voix. Merci de signer le papier avec moi. On va le signer ensemble. OK. OK. Sinon, je peux poser une... Oui, vas-y. Pour aller dans la donnée, dans la cartographie, Mathieu Rondeau, Oui. il me parle toujours qu'avoir une donnée dont on ne connaît pas la qualité est mieux que de ne pas avoir la donnée du tout. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir ce type de... Parce que je suis parti là de l'idée de Mathieu. Mathieu... Parfois, ça fait peur d'avoir de la donnée aux gens qui ne sont pas forcément éduqués. Mathieu Rondeau est un peu plus direct que moi par rapport à ça, mais on est de la même école. Parce que moi aussi, j'aime mieux avoir des données moins bonnes, dont tu connais la qualité, que pas de données du tout. La majorité des hydrographes, c'est comme des arpenteurs. Ils veulent la meilleure donnée. La donnée, ils vont dire, prends pas ça, c'est pas bon. C'est pas aussi bon, on faut leur mesurer. Ben oui, mais quand est-ce que tu vas leur mesurer? Probablement jamais. Donc, utilise celle qui existe, qui est moins bonne que celle-là que tu pourras aller prendre. Tu iras jamais la prendre de toute façon, parce que tu n'as pas le temps, c'est pas une priorité. Donc, pourquoi dénigrer ce qui est moins bon, alors que c'est le meilleur disponible? Mais Mathieu est un peu plus direct, il est plus brutal dans son approche, mais je suis d'accord avec lui. Mais moi, je mets la nuance que toutes les données sont bonnes, dans la mesure où tu peux étiqueter une qualité. Et puis, quand tu vas faire, justement, utiliser l'intelligence artificielle ou autre chose pour déterminer le passage d'un navire, surtout dans l'Arctique, je pense qu'il n'y a pas de carte de l'Arctique ici, bien, les cartes de l'Arctique, tu n'as presque pas de données. Fait que pourquoi vas-tu rejeter une série de données multifaisceaux dont tu n'as pas le datum ou tu n'es pas sûr du datum vertical horizontal, plutôt que de l'ajuster au meilleur de ta connaissance en disant ce n'est pas une donnée sur laquelle tu devrais te fier, mais si tu n'as pas d'autre chose, va pas là avec un navire d'un tyramètre de 10 mètres si tu sais que c'est à peu près 8 mètres. Là. Fait que, mais il y en a eu des échouages dans l'Arctique. Oui. Fait à cause du fait qu'ils n'ont pas utilisé des données qui étaient existantes, que le service hydrographique n'a pas voulu publier parce que c'est pas eux autres qui l'avaient publié. Mathieu Rondeau, lui, est totalement dans le plancher avec ça, puis je suis d'accord avec lui, mais il faut juste... Évidemment, s'il y a un jeu de données, c'est clair que c'est vraiment pas bon, bien là, ça, tu le prends pas. Mais c'est rare qu'il doit en avoir des comme ça. Parce qu'au pire aller, tu peux dire non fiable, mais c'est ça. Mais le risque, puis les hydrographes, puis j'étais allé en cour fédérale. Une des dernières affectations, puis ça m'a marqué pour ma carrière. J'aurais aimé avoir cette expérience-là 10 ans avant d'avoir pris ma retraite. J'étais allé en cour fédérale pour un navire qui s'est échoué dans l'Arctique canadien. Le gouvernement fédéral était poursuivi, la garde côtière et le service hydrographique, qui était le représentant fédéral dans ce cas-là, parce qu'il y avait un haut fond qui avait été identifié, qui avait été annoncé par avis à la navigation, mais pas par avis à navigateur. Je vous épargne tous les détails entre la distinction d'avis au navigateur et avis à navigation. Il y avait une partie de vérité dans ce que la compagnie avançait, mais il y avait tort, fondamentalement. Mais le point, c'est que ces données-là auraient dû être, comme la compagnie le disait, elle n'a pas été parce qu'à l'interne, bien, il y a des gens qui disaient, bien, il faut aller remesurer avant de le mettre sur notre carte officiellement. Donc, c'était officiellement sur notre carte, mais par un message qui était moins fort qu'une autre façon. Mais tous les navigateurs devaient en prendre. Fait que c'est pour ça que la compagnie a été considérée responsable en cour fédérale, où j'ai témoigné, puis j'ai trouvé ça super stressant. Puis, mais c'est fun, parce que là, quand tu connais de quoi tu parles, les juges, là, c'est gros bon sens, là. Puis les juges, là, ben, Luc Saint-Pierre doit le savoir aussi, je veux dire, dans une dispute, là, tu m'as pas convaincu, ça vaut pas faire ça. Fait que c'est plus de la science, là, c'est du gros bon sens, puis du gros bon sens appuyé sur la science, évidemment. Mais c'est pour ça que ces éléments-là, dans ce cas-ci, le service hydrographique n'a pas fait une étape qu'il aurait dû faire, qui n'aurait pas changé le résultat, parce qu'ils ne l'avaient pas relevé eux autres mêmes, c'était au fond-là. Ça avait été la garde côtière qui l'avait relevé, avec un monofaisceau qui n'avait pas nécessairement les bonnes... Mais c'était... Hey! C'était comme une montagne abrupte qui montait jusqu'à 1 mètre. Là où il y a, au fond, aux 2 mètres, la surface. Puis un navire qui est rentré directement dedans. Une chance, c'est s'est embarqué dessus. C'est un petit navire de croisière de 200 passagers quand même. Là. Ça aurait pu être catastrophique.
Puis une chance, il est resté pris là. S'il avait coulé, là, il tombait, puis tout le monde y passait. Oui. Il n'y avait pas un problème de traduction aussi? Ah! Un terme écrit en français sur la carte qui voulait dire autre chose en anglais. Ben oui. Divers en français. C'est quoi en anglais? Divers. Fait que là, il y en a qui pensaient qu'on envoyait des plongeurs mesurés avec un ruban. Ça avait été sorti en cour fédérale. Fait que là, moi, j'appelle notre avocat. J'ai envoyé un message. J'ai dit, regarde, là, c'est une erreur parce que c'est bilingue, la carte, là. Ouais. Ça fait que, en anglais, c'est quoi? Bias. C'est autre chose qui était plus évident. Mais divers en français. Il pensait que c'était divers. Là, ça fait que là, le maître de bar qui était au bord de la... Il dit, bien, c'est parce que, oui, je comprends c'est quoi. Ça veut dire que le service géographique a envoyé des plongeurs mesurer ça avec un ruban. OK, c'était... Wow! Mais c'est ça, c'est là que la problématique, la connaissance, bien là, c'est un problème de langue, là. Non. La communication. Oui, la communication. D'autres questions pour Denis? Oui. Vas-y, Francis. Encore un petit peu de temps. Ouais. L'avenir, tu pourrais t'en as parlé beaucoup. Il y a l'avenir proche, là, il y a des défis actuels, mais si tu te plaçais dans 25 ans d'ici. Bien, les navires autonomes. Regarde tout ça, tu l'as dit, là, le 3/4 de la planète est couvert par l'hydrospatial, par les océans, qui ont une influence majeure dans le climat. L'importance des océans et de leur connaissance. Et de leur sécurité aussi. Est-ce que ça va devenir plus important que la connaissance terrestre? J'espère, mais il y a une autre photo, puis souvent, il y a bien des choses que les gens sont impressionnés parce que j'affiche et je réaffiche par LinkedIn là, dans mon hyperactivité, mais il y en a une autre image qui m'a impressionné. C'était la Terre a deux poumons, un vert et un bleu. Ouais. Bien, moi, j'ajouterais à ça, le bleu est 70 l'autre est 30 Fait que, évidemment, mais on regarde avec ce qui se passe au niveau géopolitique présentement, ça ne regarde pas très bien. Mais il faut, puis de plus en plus, puis il y a le cliché là, qui est répété sous plusieurs... on connaît mieux la surface de la Lune, la surface de Mars, qu'on connaît le fond de nos océans. Donc ça, c'est un peu le slogan, puis le cliché de CIBED 2030. Mais on s'y attaque, puis je pense qu'on va s'y attaquer encore plus, puis qu'on n'a jamais retrouvé l'appareil aussi là, qui s'est échoué dans l'océan. C'est dans un des coins où on a le moins d'hydrographie. Oui, c'est là où on a le moins d'hydrographie. Puis il y en a eu des levées de fait. Fait que, est-ce qu'ils vont le retrouver un jour? Probablement. Mais c'est ça, c'est vraiment de trouver une aiguille dans une botte de foin. Puis surtout, mais les techniques ou les senseurs, les magnétomètres ou différentes choses vont permettre de détecter ces choses-là un peu plus. Fait que l'avenir, bien moi, au niveau sécurité, puis on pense au Saint-Laurent plus particulièrement, les navires autonomes de surface, il va en avoir de plus en plus. Il y en a déjà dans les pays scandinaves qui transportent de la marchandise. Fait que ça va être tout un enjeu. Ça l'est déjà parce que les pilotes du Saint-Laurent s'objectent. Il y en a qui réalisent que tu peux aussi piloter, et comme tu pilotes une vedette hydrographique à distance, que je disais, bien, tu peux piloter à bord d'un navire. Mais c'est sûr que si c'est un navire-là, un bris mécanique, un bris de moteur, bien, tu peux rien faire de toute façon, que tu sois sur le navire ou que tu sois à terre dans un centre de contrôle. Le pilotage, moi, j'y crois, il faut que ça se maintienne parce que... Mais je ne voudrais pas voir des navires citernes arriver à Saint-Romuald puis avec personne à bord, mais ça pourrait se faire. C'est comme tous les avions, les transatlantiques qu'on prend ou qu'on va partout dans le monde. Il y a juste la petite partie du décollage, de l'atterrissage, où il y a des pilotes qui sont en avant, mais ils n'ont pas besoin... Presque tout est automatique. C'est ça. Mais c'est là où le système de positionnement devient important. La compréhension des systèmes de positionnement est importante. Parce que si tu as des brouillages, justement, du GPS ou d'autres systèmes, bien, c'est là que la multiconstellation devient importante, le Galiléo. Oui, oui. C'est ça. Fait que l'avenir, bien, c'est ça. Ça va être dans l'automatisation. Puis quand on regarde le problème, justement, géopolitique nord-sud, comme plusieurs, moi, je vois que ça devrait être est-ouest, puis pour être est-ouest, ou peut-être même vers le nord, vers l'est et l'ouest, ça prend de l'hydrographie, ça prend des ports nationaux,
ça prend... parce que la majorité du transport avec les États-Unis, évidemment, il y a du terrestre, puis il y a du ferroviaire. Mais si on est sérieux et on veut devenir moins dépendant des Américains, moi je l'espère, ça va juste se faire principalement, majoritairement, presque exclusivement par navire. Fait que là, il faut que les gens réalisent que les navires, bon, ça n'a pas juste des avantages, ça a des gros désavantages. L'érosion des berges, le dragage, ça amène d'autres choses. Mais tout ça, ça fait partie de la réflexion. Mais encore une fois, la compréhension. C'est pour ça que ce qui manque à Seabed 2030, le 75 %, c'est surtout des eaux profondes. Fait que c'est plus pour la compréhension des circulations, de la compréhension. C'est moins dangereux pour la navigation, parce que la majorité... La capacité technique d'aller chercher des données. Puis plus c'est ça. Puis plus c'est profond, moins ta précision va être bonne. Plus ton footprint, là, ton échantillonnage va être grand et moins précis parce que quand tu es à 7-8 km là, au profond, avec la colonne d'eau, avec la variation de salinité, la variation, mais au moins c'est mesuré plutôt qu'extrapolé ou utilisé avec la gravimétrie satellitaire ou de Sea Surface Topography, la topographie des océans. Fait que c'est pas incorrect parce qu'il y en a qui disent les cartes JEBCO là, qui montrent les océans. C'est cartographié. Pourquoi vous dites que ce n'est pas cartographié? Si vous regardez de près ces cartes-là, tu vois plein de lignes. Puis c'est souvent des lignes de navires commerciaux qui ont donné leurs données, très imprécises, mais avec la surface topographique des océans, avec la gravimétrie, avec différentes choses, l'interpolation, l'extrapolation donne une bonne représentation, mais pas suffisante pour gérer les océans. Puis encore moins pour trouver des choses. Puis là, un autre gros enjeu, ça qui va être, c'est la seabed mining, l'extraction des terres ou des roches dans le sous-sol marin. Bien là, on l'a déjà entendu, drill, baby drill, bien là, c'est dive, baby dive. Il l'a déjà dit, là. Fait que dive, baby dive, c'est risqué pour, justement, l'environnement marin. Puis, le danger des eaux territoriales, c'est correct. Tu as le droit, c'est dans ton territoire. Mais quand tu vas dans les eaux internationales, il n'y a pas de loi. C'est de la bonne foi. L'Organisation internationale pour les eaux internationales. La gouvernance des océans. Oui. Fait qu'il y en a une, là, il y a une structure, mais c'est la bonne foi des pays. Ça fait que s'il y a des pays en dehors des eaux territoriales, puis il y en a présentement qui s'expriment pas mal, qui décident d'y aller, bien, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Il y en a qui disent, c'est comme ramasser des balles sur un terrain de driving range, là. Des balles de golf, là. Tu vas chercher. Ah oui, mais tu ne vois pas toute la cochonnerie que tu fais dans la colonne d'eau par avant, quand tu défais le... Puis on ne sait pas le risque. Non, fait que la science, c'est comme ça, hein. Quand tu ne le sais pas, attends d'en savoir plus pour prendre au moins des décisions. Mais ça, l'économie, puis les ressources naturelles, ça ne les fait pas trop flancher, ça. Ils se disent, OK, on réglera le problème quand on rencontrera. Puis une des difficultés des fonds marins, puis c'est souvent ce que je dis, ce que tu ne vois pas, ça ne te préoccupe pas. Non. Fait que ce que tu ne vois pas, dans le fond, il peut y avoir des catastrophes. Là. Tant qu'il n'y aura pas une catastrophe sérieuse. C'est l'enjeu de l'hydrospatial. C'est ça. Par rapport au géospatial, c'est rendre visible ce qui est invisible. C'est ça. C'est ça. Puis ça a sorti, le secrétaire général d'hydrographie l'a dit, rendre visible l'invisible. Je ne l'avais pas entendu dire de cette façon-là dans le contexte. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais encore une fois, même si tu le rends visible, il faut que tu aies un moyen de le répéter 100 000 fois, parce que tu ne le vois pas plus, tu vas le voir dans des images, mais ouais, fake news, fake data. Fait que c'est ça le danger présentement de la science. Puis, mais c'est la force en même temps. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Fait que c'est excitant. Oui. Peut-être une dernière question, sinon on va terminer là. Oui, Luc, vas-y. Bonjour, Luc. La question est la suivante. Comment on décrirait le profil scolaire de quelqu'un qui se dirait spécialiste en hydrospatial? Ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas vraiment nécessairement un bac ou une maîtrise en hydrospatial. Non. Nous, on délivre des permis de spécialistes. Alors, dans un domaine, géomètre, géomètre, etc.
Alors, si quelqu'un se présentait, tapait à notre porte, il dirait moi, ça m'intéresse, écoutez, je suis spécialiste en hydrospatial, j'aimerais avoir un permis de géomètre en hydrospatial. À quoi, nous, dans son dossier, on devrait. Présentement, je dirais que vu que ça n'existe pas, il n'y a pas de. Mais ça n'empêche pas un ordre professionnel de définir qu'est-ce qu'il considère minimal comme information pour le devenir. Puis à ce moment-là, vous seriez leader en le faisant comme ça, en ayant l'ouverture de l'ajuster au fur et à mesure. Si Laval, entre autres, aurait une diplomation ou un certificat de temps de crédit, bien, tu pourrais dire que ça te prend au moins ça. Par contre, en hydrographie, puis je pense que vous l'avez, en hydrographie, vous devriez vous assurer qu'ils ont pas juste, qu'ils font pas juste pratiquer, qu'ils ont eu de l'expérience, mais qu'ils ont une certification aussi. Puis cette certification-là existe. On a parlé tantôt catégorie A, catégorie B. Puis si tu ne l'as pas, bien là, si tu as la certification maintenant qui est offerte par l'Association des terres du Canada, Arpenteur des terres du Canada. Arpenteur des terres du Canada, eux, présentement, ils l'ont. Ce que vous n'avez pas dans les provinces, un peu partout au Canada, mais il y a des certifications limitées, comme le géomètre au Québec, qui ont des hydrographes. Mais moi, c'est ça. Je ne sais pas quels sont vos critères pour l'accepter en hydrographie. S'il y a des gens qualifiés dans votre groupe qui peuvent l'évaluer, présentement, il faudrait plutôt s'appuyer. Puis c'est ce que j'avais dit, parce que l'Ordre des arpenteurs de l'Ontario m'avait consulté dans leur revue. Et puis, je leur ai dit, bien, allez-y pas là-dedans, là, la certification des hydrographes. Envoyez-les plutôt à l'Association des arpenteurs des terres du Canada pour qu'ils aillent ça, parce que ça prend du temps à obtenir la certification. Tu peux, puis vous le faites encore, je pense que vous en avez un géomètre en hydrographie? On a au moins un. Ça. OK. Mais vous avez le cadre pour ça. Fait que, mais le cadre, est-ce que cette personne-là fit vraiment dans toutes les autres? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'elle est plus qualifiée au moins. Mais c'est dangereux de se rendre là-dedans si tu n'as pas la qualification. Fait que, en hydrospatial, moi, je dirais que ça serait intéressant parce que je crois qu'il y a plusieurs arpenteurs géomètres au Québec puis des land surveyors ailleurs au Canada qui font des relevés de lacs, qui font des relevés de rivières, qui font des... Puis ils prétendent qu'ils font de l'hydrographie, mais ils ne font pas vraiment d'hydrographie, sur lequel ils feraient plus d'hydrospatial à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils ont toutes les compétences au niveau... Ils n'ont peut-être pas nécessairement besoin de compréhension tant que ça d'acoustique, mais à certains égards, dépendant des profondeurs dans lesquelles ils travaillent, peut-être. Puis c'est un peu la... On a eu un débat la semaine passée à Vancouver avec le BCLS. Là, Puis il y a plusieurs arpenteurs qui ont toujours pensé que l'hydrographie, c'est un sous-élément de l'arpentage. Un arpenteur géomètre peut tout faire. C'est pas vrai, ça, là. Ça fait que oui, tu peux avoir des géomètres, puis c'est là que tu as des géomètres, mais en réalité, il y a cette prétention-là, puis c'est vrai partout, je pense, au Canada, ou puis dans d'autres pays que j'ai vus, où les land surveyors, les arpenteurs pensent que c'est un sous-élément, puis nous autres, on peut tout faire. C'est pas tout à fait ça. Mais s'ils veulent l'être, puis ils sont les mieux placés. Parce que pour moi, les meilleurs hydrographes dans le monde, c'est des gens qui ont soit une formation en océanographie, en génie civil, mais qui ont suivi des cours. Ce qui lui manque, puis ce que l'arpenteur a de facto, c'est la connaissance des datums, la connaissance des ajustements, la connaissance d'intégration de données, géospatiale et hydrospatiale. Ça, il faut qu'il l'apprenne. On parlait de Patrick Ali, qui, lui, avait suivi l'équivalent probablement d'une année complète dans tous les cours de base au niveau positionnement, projection cartographique, puis géodésie, pour connaître l'importance. Alors que la majorité, on le sait, des ingénieurs plus civils vont prétendre qu'ils savent parce qu'ils utilisent le GPS, mais entre NAT 23, NAT 27, entre NAT 27, CGVD, des époques, on n'embarque pas des époques en plus là-dedans, là, parce que là, on en a parlé la semaine passée à Vancouver, il y a des gens qui disaient, bien là, les arpenteurs, même les arpenteurs eux-mêmes, sont mêlés dans l'aspect spatial, là, temporel plutôt. Ouais. Fait que spatial, ils comprennent, puis ils voient, mais c'est pas tous. Il y en a qui mais ils prétendent tous le savoir. Mais pour l'hydrospatial, ça serait super. Ça serait super. Parfait. Alors, on arrive au bout de... Il est 11h31, on est dans les temps. Merci beaucoup, Denis. Merci à tous d'avoir assisté à notre petite activité entretien. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Puis, donc, nous, on va poursuivre notre journée parce qu'elle est loin d'être finie. Puis pour n'importe qui n'est pas déjà membre de mon réseau LinkedIn, joignez-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'en mets à tous les jours. Ah oui, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, des fois, oui. Mais la majorité des choses, je suis un relais.
Il y a peu de choses que je génère, mais je les connecte. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis si vous avez des choses, c'est ça. Il y a même un groupe spécialisé pour l'hydrospatial sur LinkedIn. Parfait. Merci encore.